Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation Unity 3D consacrée le scripting et à l'orienté objet. Alors, on va voir deux notions, une qui est relativement facile à comprendre, une qui l'est un petit peu moins, qui est plus dans un premier temps pour votre culture, mais qu'il faudra garder en mémoire. La première, c'est les variables. Encore une fois, on n'a pas encore fini avec elles. À savoir que depuis le début, je vous dis, il faut taper public pour que on les voit dans le menu inspecteur. L'inverse de public, c'est privé, private. Et que de cette manière-là, on ne les voit pas dans l'inspecteur. Alors, il faut savoir que ce n'est pas vraiment leur première utilité. Je vais donner ça dans un premier temps pour vous simplifier la tâche, pour ne pas que vous ayez tout en même temps, parce que des fois, je vois certains tutoriaux, c'est pas pour jeter la pierre au concurrent, mais qui vous dit il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, et comme ça, et comme ça, dans une seule vidéo et en moins de 2 minutes. Je ne sais même pas comment font les nouveaux pour comprendre. En fait, public et private, ça va définir si l'attribut de notre objet, normalement vous devriez comprendre cette phrase, sinon retournez à la vidéo précédente, ça urge. L'attribut de notre objet, s'il est public, il peut être utilisé dans un autre script, il peut être utilisé ailleurs. S'il est private, il peut être utilisé que au sein de notre objet. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Eh bien, imaginez un objet humain. Un objet humain, c'est-à-dire une personne en fait. Il y a des choses où on a besoin d'accéder. Par exemple, le fait qu'il parle, les choses qu'il dit, on a besoin de savoir ce qu'il dit. On a besoin d'accéder à son oreille pour pouvoir lui indiquer dans son oreille quelque chose que l'on dit. Maintenant, il y a des choses internes. Par exemple, le battement de notre cœur qui est géré par notre cerveau. Quand il a besoin de plus d'oxygène, il fait battre notre cœur plus vite pour être plus performant ou pour soutenir un effort physique. C'est lui qui gère ça. Mais il ne faut pas qu'un autre puisse y accéder. Par exemple, vous pouvez dire « salut machin », mais vous ne pouvez pas dire à son cœur « bah vas-y, bat à 300 pulsations par minute, je ne t'aime pas, vas-y, meurs dans ta trop de souffrance ». Bien dans ce cas-là, il faut que la variable, l'attribut battement du cœur, soit privée, parce qu'elle va être gérée en interne par le cerveau, c'est-à-dire parce que l'on va créer dans la fonction update. Le comportement va être géré par update de façon interne à l'objet, mais pas par l'objet d'à côté. Voilà grosso modo. Alors bon, je ne pense pas que vous allez créer des scripts qui aient besoin de gérer le battement de cœur des personnages, mais pourquoi pas. Pour vous illustrer ça, on va faire un exemple. J'ai créé, donc nous avons toujours notre classe fétiche, là, favorite. Je vais enlever notre menu 4.4 quand même, pour que notre script ne s'exécute pas deux fois. Et vous avez vu que j'ai créé une autre classe. Alors, il faut savoir que le nom de votre script doit avoir le nom de votre objet principal. L'objet principal, il est défini par public. Public, classe, voiture, c'est donc l'objet principal. Mais dans un même script, vous pouvez déclarer un autre objet. Mais il n'est pas public. Il est interne à votre script. Et bon. Ça permet d'avoir les mêmes choses dans le même script. Vous pouvez voir que j'ai fait deux variables. Alors on va changer ça. J'ai fait une variable publique et une variable private. Déjà, tout d'abord, qu'est-ce que ce sont ces deux choses? Petite intégration, ce sont des attributs et par extension des variables. Maintenant, par défaut, l'objet texte n'est pas créé. Il faut en créer un. Donc on va dire, je voudrais créer quelque chose de type texte. Donc je veux un nouveau texte. Voilà, c'est tout. Alors, nouveau texte, je crois que ça prend une, parenthèse, oui. Et on va voir ce qui se passe.
Maintenant, alors c'est simplement un avertissement, hein, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce texte? Ce texte, on a besoin de le stocker, puisqu'on va avoir besoin de faire plusieurs choses. Donc on a besoin de le stocker dans une variable. C'est un texte. Alors, bon, c'est vrai que c'est un mauvais exemple. Vous allez me dire, il faut le stocker dans un int. Ben non, par exemple, il a, dans un string, il a deux variables. Puis j'en mets une troisième. Public, float, n'importe quoi, égale 0,hop, f, basta. Cet objet, il ne peut pas être stocké dans un float, il ne peut pas être stocké dans un int. Eh bien, on va le stocker dans une variable de type texte, c'est-à-dire texte dans le sens nom de l'objet. C'est-à-dire, quand on crée une variable, type de la variable, texte, son nom de la variable, nom de la variable, non, type de la variable, nom de la variable, affectation. Type de la variable, texte, nom de la variable, notre texte, affectation, égale. Qu'est-ce qui se passe là? Nous créons un objet texte qui va avoir ces attributs-là que l'on stocke dans une variable, notre texte. Maintenant, j'ai envie d'afficher la variable string, blabla 1, qui va nous renvoyer blabla. Eh bien, je dis que je veux notre texte, puis je dis, s'il te plaît, dis-moi, ou plutôt je lui ordonne, dis-moi quel est le texte que tu as dans blablabla, blabla 1. Si je le lance, il me dit, bah mon texte c'est blabla. Maintenant, si je dis, donne-moi ton texte blabla 2, je veux le savoir. Déjà, il vous le donne en rouge, donc déjà, il vous dit que c'est pas bon. Quand c'est rouge, c'est pas bon. J'ai dit, ben, il est inaccessible parce qu'il est protégé. On ne peut pas y accéder, on ne peut pas le modifier. Alors, pour pallier à ce problème, on va faire appel à des assesseurs. Je vais y revenir plus tard. Plus tard dans cette vidéo, donc accrochez-vous bien. Pourquoi on a besoin de ça? Ben, blabla 1, par exemple, c'est notre texte, c'est blabla. Voilà, c'est blabla. Maintenant, si j'ai envie de le modifier, ben, je lui dis, notre texte, moi je te dis que je veux que blabla 1, et ben, il soit df, df, df. Alors c'est un string, donc on n'oublie pas les crochets. On n'oublie pas le point virgule, puisque c'est... Pardon, 1, 2, 3. On n'oublie pas le point virgule, puisque c'est une affectation, une instruction. Je lance, et le texte, il a changé. Donc là, si c'est pulsation du cœur, eh ben, je pourrais changer les pulsations du cœur. Dans le cadre d'un quelque chose de privé, string blabla 2, on va imaginer que c'est les battements du cœur. D'ailleurs, on va changer ça, on va le faire avec le float, qu'on va mettre en privé. Float, battement du cœur, et il est de 80 pulsations minutes. S'il est privé et que je dis « donne-moi ton battement du cœur », il me dit non. Alors, on va créer une variable, une fonction, pardon, une méthode qui va permettre d'accéder. On va créer cette méthode. Donc, ce qu'on veut, c'est, de la même manière qu'une fonction, on doit définir ce qu'elle renvoie. Qu'est-ce qu'elle renvoie? Le battement du cœur qui est un float. Donc, j'envoie un float. Avoir les battements du cœur, donc on veut obtenir les battements du cœur. Pour avoir un nom de fonction propre, on va dire, ben je veux obtenir battement du cœur. Ça ne prend pas d'argument. Entre parenthèses, on ne met donc rien. Et dans les crochets, on dit ce que l'on veut avoir. Ce que l'on veut faire. On veut renvoyer la valeur du battement du cœur. Donc on dit renvoie battement du cœur. Et on va nous renvoyer les battements du cœur. Là, c'est une méthode. Donc maintenant, je dis à notre texte de... Je ne lui ordonne plus de me donner une variable, mais je lui demande poliment. S'il te plaît, alors,
j'oublie quelque chose. De la même manière que les variables sont publiques ou privées, les fonctions les méthodes des objets peuvent être publiques ou privées. Une fonction peut être propre à l'interne, utilisée propre à l'interne de l'objet et ne doit pas être utilisée par un autre. Donc il faut mettre public si on veut que les autres puissent accéder à cette méthode. Donc du coup, s'il te plaît, permets-moi d'obtenir les battements du cœur. On n'oublie pas que c'est une fonction qui a des parenthèses. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, même si la variable est privée, il nous le donne quand même. Donc qu'est-ce qui se passe? Notre variable est privée, et nous, on fait appel à une méthode publique. Donc, on va dans cette méthode publique, et on se retrouve ici, donc à l'intérieur de l'objet. Et donc, il peut utiliser les variables privées. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi je dois utiliser ce genre d'artifice, et pourquoi ne pas mettre directement public alors que ça revient au même, on a les battements du cœur? Eh bien, admettons qu'on a un objet, un tachymètre, je crois que c'est ça, qui permet de mesurer la pulsation du cœur. Eh bien, il va demander à notre personnage de renvoyer la pulsation du cœur. Mais il ne faut pas qu'il puisse la définir. Si on la définit, public. Alors là, il ne renvoie rien puisqu'on va lui demander de définir quelque chose. Donc, def pour définir, battement du cœur. Et là, on lui dit, alors il a besoin d'un argument, à savoir un float qui est nouveau battement du cœur. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que le battement du cœur, il vaut maintenant le nouveau battement du cœur défini. Qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, si je dis à notre objet de définir le battement du cœur et que je mets 500 pulsations minutes, eh bien, notre personnage meurt. Maintenant, si je le mets en privé, là, notre fonction, notre méthode devient rouge, je ne peux donc plus y accéder. Conséquence de ce script, j'ai un script de notre personnage qui gère les battements du cœur de notre personnage. Si je peux avoir les battements du cœur, je peux les avoir. Mais si je dois définir les battements du cœur, eh ben, quelqu'un d'autre, hormis quelque chose d'interne à notre logiciel, je ne me souviens plus le sens de ma phrase, je la recommence, pardon. Donc, si on veut obtenir, on peut. Si on veut la définir, le battement du cœur, ce n'est que à l'intérieur de l'objet que l'on peut le faire. C'est-à-dire que, grosso modo, on va avoir une méthode ici, update, qui va gérer, s'il y a un effort, les battements du cœur vont monter à 120, si au contraire on est zen, on va descendre à 70, 60, voire 50. Mais c'est interne à l'objet qu'on va gérer ça. Donc voilà pour la gestion de private public. C'est très important d'avoir ça en mémoire. À côté de ça, il y a une autre notion que je tiens à aborder dans cette vidéo. Maintenant, vous pouvez poser votre cerveau, puisque on ne va pas l'utiliser maintenant, elle est un petit peu dure à cerner au début. L'important est que vous vous souvenez tout ce qui s'est passé dans cette vidéo et que vous puissiez le refaire depuis le début de cette vidéo, mais à partir de maintenant, c'est plus, encore une fois, pour votre culture. Je vous ai dit, ça, qu'est-ce que c'est? Les outils qu'on va utiliser, la boîte à outils qu'on va utiliser. Ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on définit la portée de notre classe, donc de notre objet, le nom de notre objet. Ici, ce sont des attributs, variables. Les méthodes fonctions, encore une méthode, là, c'est ce qu'on fait dedans. Et il reste un dernier point. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, ça, c'est ce que l'on appelle l'héritage. Qu'est-ce que l'héritage? C'est une autre chose propre à la programmation orientée objet qui est très très importante. Par exemple, admettons que on ait une classe qui est véhicule, qui va gérer les véhicules, c'est-à-dire une voiture ou un camion alors un camion routier ou un camion de pompiers.
Maintenant, il va se poser des problèmes. C'est que notre camion routier, il a autre chose que notre Clio. Il peut avoir une remorque. Parce qu'en commun, ils ont un nombre de roues, ils ont une puissance de moteur, il n'y a pas de souci, disons tous les deux, ils peuvent avoir des marques. Mais une remorque, une Clio, elle peut pas en avoir. Bon, elle pourrait en avoir, mais moi j'ai une Clio avec 65 chevaux dedans, je tire pas grand chose avec. Et bien là, ça pose problème. Parce que si on crée une variable dans véhicule et qu'on va définir la Clio, on va dire qu'entre guillemets, elle a un attribut prêt à avoir une remorque. Et en fait, elle ne peut pas l'avoir. En plus, si on prend en plus le camion de pompier, c'est un autre problème, c'est que ce camion de pompier, lui, il peut envoyer de l'eau. Ou au contraire, c'est pas un camion de pompier qui envoie de l'eau, c'est un camion de pompier qui a une échelle qui permet de monter à 400 mètres de haut. C'est problématique, parce que si on prépare un attribut avec la longueur de l'échelle télescopique du camion de pompier, cet attribut sera aussi présent dans notre Clio. Mais notre Clio, elle n'a pas une échelle télescopique qui permet de monter à 400 mètres de haut. Comme une pompier non plus, mais au moins 100 mètres. Problème donc. On va créer des attributs qui ne vont pas être utilisés, et ça, c'est pas bien, c'est pas propre, c'est mal, donc ne le faites pas. Là, on va donc utiliser la notion d'héritage. L'héritage va permettre d'un objet d'hériter d'un objet parent. C'est là où je commence à vous perdre, restez concentrés. Grosso modo, on a la classe véhicule qui peut avoir des camions de pompiers, des camions routiers ou des petites Clio. Si on peut définir que tous les véhicules ont une marque, tous les véhicules ont une marque. On peut définir que tous les véhicules ont des roues. Ils ont un nombre de roues différent, mais ils ont des roues. Donc le nombre de roues, la variable nombre de roues, elle va être présente dans tous les véhicules. On peut dire qu'ils ont une couleur, donc ça aussi c'est propre à tous les véhicules, donc on va le mettre dans la classe véhicule. Maintenant pour le camion de pompier. Et bien dans le camion de pompier, il y a un besoin spécifique de pouvoir définir qu'on a une échelle télescopique. Et bien dans ce cas-là, on va créer une classe qui va hériter de la classe véhicule. Donc on va créer une classe camion de pompier avec une échelle qui hérite de la classe véhicule, c'est-à-dire qu'il va garder ses attributs. C'est-à-dire que le camion de pompier avec une échelle, il a deux bases, une couleur, une marque et des numéros de roue. Et interne à la classe camion de pompier, il y aura en plus un attribut qui va définir cet objet, longueur de l'échelle télescopique. Ainsi, si je crée une classe Clio qui hérite de la classe véhicule, la Clio va également avoir des roues, un nombre de roues, une couleur et une marque. Mais ne va pas avoir d'attribut échelle télescopique. Grosso modo, conséquence, on va pouvoir faire des attributs qui vont être propres à plusieurs objets. Ça va permettre de ne pas les recréer plusieurs fois. Alors vous allez me dire, oui, mais les attributs, c'est facile. Voilà, déjà, il faut savoir que vous pouvez avoir 500 attributs dans un objet. Donc déjà, faire le copier-coller à chaque fois, c'est une source d'erreur. Là, ça devient à peu près automatique. Mais autre chose, c'est que les méthodes, et c'est là une grande force, c'est que les méthodes aussi sont héritées. C'est-à-dire que si j'ai une méthode qui permet d'obtenir les battements du cœur dans le texte, si je fais une classe, je ne sais pas moi, texte oral, il va hériter des attributs publics de la classe parent. Pourquoi pas privé? C'est gênant. Parce que vous pouvez avoir besoin de quelque chose qui hérite de la classe parent, mais qui est quand même protégé. Dans ce cas-là, on a autre chose, le mot est protected. Protected, c'est un peu pareil que privé, c'est un petit peu moins privé, dans le sens où si vous faites de l'héritage, les objets héritants de l'objet parent vont garder
vont pouvoir accéder, enfin vont avoir cet attribut particulier. Voilà la notion d'héritage. Ça permet de garder les méthodes. Donc grosso modo, si vous avez obtenu battement du cœur, vous n'avez pas besoin de la refaire. Et au contraire, si jamais battement du cœur a un souci, c'est là-dedans vous allez modifier la méthode de la classe parent. Et ça va modifier pour toutes les classes que vous aurez créées. Donc on peut imaginer, dans le cadre, je ne sais pas moi, des véhicules, vous pouvez avoir des classes héritées. Par exemple, vous avez une classe véhicule, je peux dire qu'un avion est hérité est un véhicule. Donc c'est de l'héritage. Mais par contre, avion et Clio, ça va pas trop ensemble. Un véhicule terrestre, un véhicule aérien, c'est pas la même chose. Donc on va créer une classe véhicule aérien qui va avoir une altitude en vol, qui va avoir ses caractéristiques d'aile. Et dedans, on va mettre le petit avion de touriste, l'avion des 112, l'avion de ligne, l'Airbus A380. Et on va voir à côté de ça une classe véhicule terrestre, héritée de la classe véhicule, qui va lui avoir un nombre de roues, etc. etc. Voilà pour l'héritage. Alors, comment l'utiliser, comment ne pas quand l'utiliser et quand ne pas l'utiliser. Grosso modo, il faut que la classe enfant obéisse à une règle très particulière de la classe parent. C'est-à-dire, est-ce que la classe enfant est un de la classe parent? Dans le cadre de véhicule, par exemple, est-ce qu'un véhicule aérien est un véhicule? C'est vrai. Parce que vous pourriez tenter qu'un véhicule, il a, une marque et une couleur de voiture. Une couleur. Donc, une marque, une couleur. Et que vous n'avez pas besoin de définir le nombre de roues, ça ne vous sert à rien dans le script. Puisque dans le script, on ne définit pas tout. Problème. Un aspirateur, même si on ajoute même d'ailleurs le nombre de roues à la classe véhicule, l'aspirateur, il a une marque, ça peut être Philips d'ailleurs, il peut être une couleur, le mien il est blanc, et il peut avoir 2 roues, le mien il a 2 roues. Maintenant, est-ce que l'aspirateur est un véhicule? Ce n'est pas le cas, donc aspirateur ne doit pas hériter de la classe véhicule. Ceci n'est pas obligatoire, c'est une règle qu'il faut s'imposer pour garder une lisibilité du code. Voilà, c'est tout pour cette vidéo un petit peu longue, à moitié orientée sur ce qu'on a déjà fait, à moitié orientée sur du théorie de l'héritage. L'héritage, on y reviendra plus tard, on le remettra en pratique. Moi, je vous retrouve dans une deuxième vidéo, une vidéo qui suit celle-là et qui suit l'ensemble des variables, l'ensemble des tutoriaux concernant le scripting. Ça va être une sorte de conclusion. J'ai pas envie de la faire dans celle-là parce que ça va faire vraiment une vidéo trop longue. Je vous retrouve tout de suite après dans la prochaine vidéo.